Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, nous sommes toujours en direct avec toi depuis Donetsk c'est le 16e SITREP, pardon, et nous sommes le 26 novembre. Et là, on peut dire qu'il y a peut-être une toute petite amélioration, mais alors franchement, vu les résultats, je dirais que c'est une toute petite amélioration dans un océan Ouais, d'horreur, quoi, hein. voilà. Ouais. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 6049 fois le cessez-le-feu. C'est à peine moins que la semaine dernière, hein. On a à peine perdu 6%, Ouais. dont 2264 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, soit 37% des bombardements. La proportion est un petit peu moins effectivement que la semaine dernière. Donc cette baisse est due en fait à 3 jours de baisse des bombardements. On était quand même toujours à plus de 500 par jour, hein, quand même, hein. Mais bon, résultat, il se rattrape après, donc le niveau reste presque équivalent à celui de la semaine passée. Et donc là, on a clairement dépassé le record du mois d'août 2016. Donc là, je confirme, le mois de novembre aurait été le pire mois de l'année en termes de bombardement sur la République populaire de Donetsk. Ces tirs ont concerné 22 localités de la République et à Lugansk aussi la situation s'aggrave avec comptabilisé jusqu'à présent 118 tirs d'artillerie et de mortier sur la semaine écoulée, sans compter bien sûr tout ce qui est armes légères, lance-grenades, véhicules de combat d'infanterie, etc. Donc là je parle juste des tirs lourds. Lugansk est beaucoup moins touché que Donetsk parce que la configuration du front est très différente. Et Lugansk est stratégiquement, on va dire, moins importante que Donetsk. Le plus important, c'est Donetsk. Les tirs les plus intensifs de cette semaine ont principalement visé les localités de Staromikhaïlovka, Dokuchaevsk, où nous étions il y a 2 jours, Sakhanka, Yassinovataya, Alexandrovka, ainsi que les districts de Kirovski et Petrovski à Donetsk. Ces bombardements ont fait 5 morts et 8 blessés, dont 1 civil parmi les morts et 2 blessés. Ces bombardements ont aussi endommagé ou détruit 21 habitations. Et l'armée ukrainienne continue de viser délibérément les infrastructures, hein, donc ils ont touché les lignes électriques de la station d'épuration de Donetsk, privant cette dernière de courant pendant plusieurs jours. Résultat, les localités de Yassinovataya et Avdeïevka ont été privées d'eau. Ouais. Crime de guerre. On rajoute encore une couche. Voilà. Des tirs qui sont toujours corrigés à l'aide de drones, puisque l'activité de 8 d'entre eux ont été détectés cette semaine par l'armée de la RPD. Les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont repéré de nouvelles armes présentes sur le front en violation des accords de Minsk. Près de Gorlovka, un peloton de lance-roquettes multiples grades, une division de canons automoteurs Akatia de 152 mm, un peloton de canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, un peloton de mortiers automoteurs Nona de 120 mm et une batterie de mortiers de 82 et 120 mm, ainsi que d'infanterie mécanisée. Près de Donetsk, un peloton de lance-roquettes multiples Ouragan, un peloton de canons automoteurs Jetsin de 152 mm, une batterie de mortier de 82 mm et 120 mm et un peloton de chars d'assaut. Près de Mariupol, une batterie de canons automoteurs Akatia de 152 mm, une batterie de canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, une batterie d'obusiers D30 de 122 mm, un peloton de mortiers automoteurs Nona de 120 mm, une batterie de mortiers de 82 et 120 mm et une compagnie de chars d'assaut. Hier soir, ils ont de nouveau tiré comme des fondus, on entendait depuis le centre-ville. Je pense que le rapport d'aujourd'hui de M. Bassourine va être Salé. encore salé. Les observateurs de l'OSCE ont d'ailleurs enregistré l'absence de toutes ces pièces d'armement lourd des zones de stockage, 140 pièces au total, comprenant 22 canons anti-chars MT-12 Rapira de 100 mm, 38 chars d'assaut, 4 lance-roquettes multiples BM-21 grades, 6 lance-roquettes multiples Ouragan, 12 canons automoteurs de 122 et 152 mm, 15 mortiers de 82 et 120 mm, 12 BMP, 25 obusiers MSTAB de 152 mm, 4 lance-roquettes anti-char Ossa, un lance-roquette anti-char Tugunska et un lance-roquette anti-char Fagot. Continue. Puisque personne ne dit rien, l'OSCE gueule pas, enfin comme d'habitude, hein. Un tombeau ouvert, hein. Voilà. C'est à peu près comme si un véhicule n'avait plus de frein et fonçait
Tout droit dans un mur à 180 km/h, quoi, en gros. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Les crimes des forces armées ukrainiennes se poursuivent aussi contre les civils dans la zone occupée du Donbass. Ainsi, un nouvel accident de la circulation impliquant un véhicule militaire a eu lieu près de Volnovacha le 19 novembre. 2 civils ont fini dans un état grave à l'hôpital. Les 21 et 22 novembre, la file d'attente au point de passage de Mayorsk était tellement longue à cause des interrogatoires sans fin des gardes frontières ukrainiens et totalement dépourvus de points pour se réchauffer. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, Vu les forcément. températures qu'il fait ici, là, 21-22, ils ont été bien en dessous de zéro. Résultat, 2 femmes en sont mortes. Ouais, c'est peut-être comme ça qu'ils envisagent d'aider les populations du Donbass à se débarrasser des pseudo-terroristes, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. Mmh, Ça doit être des kamikazes. pathétique. Et au total, cette semaine, la République populaire de Donetsk estime que plus d'une quarantaine de civils ont eu à souffrir des actions illégales des soldats ukrainiens. Voilà. C'est bien, ça fait encore des gens qui vont aimer encore Kiev. Et après, ils se demandent pourquoi J'allais ils le sont dire, détestés. oui. Ouais, ouais. Ouais, oui. Bah oui. On va chercher. Sur fond de réunion à Minsk, qui a eu lieu le 23 novembre, les forces armées ukrainiennes ont tenté par 3 fois de percer les lignes de défense de l'armée de la RPD. La plus violente a eu lieu le 22 novembre près de Sakhanka dans le sud de la RPD, donc là où on s'était rendu avec mes collègues la semaine dernière. L'ennemi a envoyé un groupe de 20 soldats sous couvert de tirs de mortier lourds pour attaquer les positions de l'armée de la RPD. Lors des tirs de réponse, parce que on répond quand même, Ouais. 5 soldats ukrainiens sont morts, 7 ont été blessés, et nous avons eu 3 soldats blessés. Sur le site de l'affrontement, nos soldats ont pu trouver et récupérer des armes légères modernes qui ne viennent pas d'Ukraine Ouais. et qui ont été découvertes comme étant utilisées par les forces spéciales roumaines. Oh, tiens donc. Tiens donc. L'armée de la RPD a reçu confirmation par après que la provocation a été organisée et menée par un groupe de mercenaires spécialement entraînés, déguisés sous l'apparence d'une unité du régiment Azov. Ouais. À force d'avoir des pertes, ils ont peut-être pensé à remettre un peu d'effectifs, mais forcément extérieur, quoi. Et puis comme la Oui, oui, oui. Roumanie est maintenant soumise à l'OTAN pour avoir Voilà. accepté d'installer un soi-disant système antimissile iranien, hein, qui est en Mhm. fait une base de lancement de missiles nucléaires pour menacer la Russie, faut pas s'étonner, hein, ça paraît Oh, complètement moi logique. je Hein. m'étonne pas, hein, mais bon. Donc là, on a eu des très très belles preuves. Une deuxième tentative a eu lieu le lendemain, soi-disant pour récupérer les corps. Et ils ont fait une nouvelle tentative ce matin, même à 10h ce matin. Ils ont envoyé 3 pelotons soutenus par des véhicules blindés, attaqués de nouveau sous couvert de tirs de mortier de 82 et 120 mm. La zone de Vodianoye, donc voilà, on les a de nouveau repoussés, hein, comme des pouilleux. Donc là, ils ont perdu 13 hommes, 5 morts et 8 blessés, et on a détruit un de leurs BTR aussi. Je fais appel à ta mémoire. Il y a déjà eu des tentatives comme ça, mais répétées de cette manière, ça me paraît Si, assez... on en avait eu il y a quelques semaines, il y a début octobre aussi, on en avait eu, genre 3 en une semaine, où ils avaient Ouais, perdu une quinzaine de mercenaires. ouais. En tout cas, c'est pas rassurant, ça veut dire que ils essayent de Ah ils tester. essayent de tester, ils essayent de tester, bon ils passent pas, hein, ils passent pas. Ouais, ça devrait les calmer quand même, mais il faudrait pas qu'ils envisagent, je dirais, un assaut musclé dans le sens d'utiliser beaucoup plus de moyens pour un petit bloc-post de la DNR. Hein. C'est le problème. Oui, bon là s'ils utilisent plus de force, je pense qu'ils vont avoir le même genre de mauvaise surprise que ce qu'ils ont eu lors de leurs derniers assauts, et puis ils vont terminer avec une déculottée façon des Baltsevo bis, quoi. Oui, c'est vrai que là, pour une déculottée, c'en était une. Hein. Voilà. Ouais. Donc bon, ça leur a toujours pas servi de leçon, hein, donc Les saillants s'il y a que ça pour leur faire plaisir, on peut remettre le couvert, hein. les saillants qui finissent en chaudron, c'est vrai que ça fait quand même mal hein, aux effectifs et au matériel ukrainien qui passe du coup dans la main des forces armées de la DNR et de la Des LNR. Baltsevo, là il y a eu un collègue américain qui a fait
un debunking en anglais du même reportage de la Miss Yelena Voloshin. Et donc j'ai pu avoir via son intermédiaire les chiffres exacts de la quantité de véhicules qui avaient été récupérés après la bataille de Debaltsevo. L'armée de la RPD a récupéré plus de 400 véhicules blindés cette bataille. C'est violent ça. Hein. C'est violent. Hein. C'est-à-dire, ils ont perdu des milliers et des milliers d'hommes. Hein. Debaltsevo, ça a été le carnage. Hein. Ils ont tenté et ils ont pris la fessée. Voilà. Ils ont pris la fessée et bon, s'ils veulent recommencer, il y a pas de problème. Hein. On leur offrira un remake. C'est-à-dire que comme tu l'as déjà commenté autre part qu'ici, le problème c'est qu'il y a un paquet de crétins qui dirigent à Kiev. Et que quand la connerie humaine atteint des niveaux aussi stratosphériques, il faut s'attendre au pire. Hein. C'est ça. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est ça. Donc vraiment, c'est l'Ukraine, quoi. Hein. Je crois que là, il n'y a plus grand chose à en dire. Ils continuent bien entendu dans les tentatives aussi d'infiltrer des agents subversifs. Donc le 23 novembre, au point de passage de Mayorsk, les services de sécurité de la République populaire de Donetsk ont arrêté le sergent Vladimir Tchaïkovski, commandant du bataillon de reconnaissance du régiment Azov. Ouais. Lui, il faisait pas de musique, hein. C'était vraiment... Non. Hein, ou alors une musique un peu spéciale. C'est ça. Donc lors de l'enquête préliminaire, il a confessé qu'il avait reçu pour tâche du commandement ukrainien de commettre un attentat terroriste sur le marché de Makeyevka. Oh bah tiens. Comme voilà, par hasard, hein. Voilà quel genre d'État est l'Ukraine, un État terroriste, c'est quand même magnifique. Et puis l'Europe et les États-Unis soutiennent ça, c'est quand même superbe. Hein. Les masques tombent. Oui. D'ailleurs, si on parle de l'évolution générale de la situation en Ukraine, le côté terroriste de Kiev a été confirmé par l'enlèvement le 20 novembre de 2 soldats russes à la frontière criméenne. Les 2 hommes ont été attirés par la ruse sur le point frontière, prétendument pour leur transmettre des documents, avant d'être brutalement enlevés par des agents du SBU et emmenés côté ukrainien dans la région de Nikolaïev. L'adjudant Maxime Odintsov et le sergent Alexandre Baranov ont été manifestement torturés, comme le montre la vidéo du SBU, parce que oui, ils ont pas peur, alors ils publient carrément les vidéos des confessions des mecs qu'ils ont arrêtés, ils ont des superbes yeux au beurre noir, mais tout va bien. L'un de ces hommes confesse ses soi-disant crimes de trahison envers l'Ukraine. Donc il faut savoir que ces 2 hommes faisaient partie des troupes ukrainiennes présentes en Crimée qui ont demandé à intégrer les forces armées russes après la réintégration de cette dernière au sein de la Fédération de Russie. Oui. Hein, donc, ils ont fait un choix en leur âme et conscience et franchement les méthodes de l'Ukraine pour les capturer, enfin là ça devient n'importe quoi. L'Ukraine les a passés en garde à vue pour 2 mois avec possibilité de libération sous caution. Bon, après on peut appeler ça comme on veut, soit un racket, une tentative de demande de rançon. Oui, c'est ça. Ça va avec les méthodes terroristes, hein, je veux dire. Oui, ça reste dans la continuité. Hein, Front al-Nosra faisait ça aussi. Voilà, je sais pas. Daesh, voilà. Bon là c'est des nazis, mais je crois pas franchement que finalement au bout du compte on ait vraiment une très grande différence entre les deux. Hein. Non, je pense pas. C'est du fascisme, hein. C'est du fascisme, ils massacrent. C'est du fascisme, c'est du terrorisme, et on soutient ça en Europe, nos gouvernements soutiennent ça. On soutient les deux. On soutient les deux. Peut-être plus discrètement pour les terroristes en Syrie. Mais parce que c'est un petit peu plus difficile d'arriver à masquer, bien que quand on voit la propagande qui est faite autour des white helmets, des casques blancs, c'est ça. De son côté, le ministère russe de la Défense lui a exigé leur libération immédiate. On n'a pas vu la communauté internationale s'indigner de ces méthodes du SBU, qui ne dit mot consent, comme dirait l'autre. Absolument. Oui. Cette provocation n'ayant pas suffi à déclencher la guerre tant voulue avec la Russie, parce que faire des débilités pareilles, faut vraiment être passé en mode suicidaire. L'Ukraine continue d'ailleurs dans cette logique débile, en annonçant hier qu'elle allait mener des exercices de tir de fusée dans l'espace aérien criméen, y compris dans les couloirs aériens civils de Simferopol.
Là, donc ça c'est prévu le 1er et le 2 décembre prochain. 1er et 2 décembre, hein, voilà, bon. Moi, j'appelle ça quand les autorités ukrainiennes sont complètement suicidaires, en plus d'être connes, quoi, parce que, voilà. Ouais. Ou poussé par Washington qui veut absolument une guerre avant Qui veut absolument une probablement. guerre, voilà. Donc là, ils ont l'air de chercher toutes les débilités possibles et inimaginables à inventer pour provoquer la Russie. Faut Mais là, c'est croire quand même costaud, hein, que quand même. l'avion de la Siberian Airlines et le MH17, ça leur a pas suffi, quoi. Mais en tout cas, ça tend à prouver que le Qui sont MH17, prêts à c'est le bien. faire, hein. Voilà. Qui sont prêts à ce genre de... Voilà à quoi ils sont prêts, hein, quand même. C'est-à-dire à mettre en danger des avions civils pour attiser le merdier avec la Russie, hein. Donc ça en dit long sur qui a fait le coup pour le MH17, quand même, hein. Oui. Là, Mais c'est extrêmement inquiétant, extrêmement dangereux, parce que c'est quand même. Enfin, Kiev, avec l'appui de Washington et ses vassaux, considère toujours la Crimée comme étant ukrainienne, hein. Bon, alors après, l'autodétermination des peuples, il s'assoit dessus, hein, comme les référendums en France mais sur bien des la sujets. démocratie, les référendums, le droit à l'autodétermination des peuples, C'est c'est ça. seulement quand ça va dans le sens qu'ils veulent. Voilà. Hein, comme c'est pour le ça. Kosovo, Voilà. voilà. Mais pour les autres, non, ça marche pas. Parce que là, c'est quand même. C'est aller franchement dans une infraction internationale de provoquer aussi gravement la Russie en Crimée, quoi. Je veux dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent, hein, leurs missiles. Parce que la dernière fois qu'on a vu, je crois, enfin la dernière fois que moi j'ai vu un missile lancé par la marine ukrainienne, le truc a plongé dans l'eau, il est ressorti, il a replongé. Alors bon, c'est de l'eau, donc ça, voilà, je veux dire, les dégâts sont assez limités, si je puis dire. Mais là, c'est quand même la Crimée, il y a des gens qui y habitent, qui y vivent. Bon, bah là, c'est des avions. Là, c'est des avions. C'est des Oui. couloirs d'aviation civile là qui sont visés. Ouais. Donc là, s'ils s'amusent à ça, ça va être un petit peu dur pour eux après de prétendre qu'ils n'ont pas battu le MH17. Hein. Absolument, absolument. C'est un élément de preuve qui incrimine Kiev. C'est très clairement ça, très clairement. Totalement. Et puis bon, bah, là-dessus, si on rajoute le nazisme ambiant jusque chez les ministres du gouvernement de Poroshenko, bon, là, on tient le pompon, là, quand même. Hein. Ouais. Puisque un nouveau scandale a éclaté en Ukraine, où le ministre de la Culture, Evgeny Nishchuk, a qualifié de population sans aucune génétique les habitants du sud-est de l'Ukraine. Ça fait plaisir, hein. C'est des propos qu'on aurait eu entendus de la part de Stepan Bandera à une époque. Hein. Oui, ou d'autres aussi. Hein, cette ségrégation génétique qui rappelle, comme diraient certains, les heures les plus sombres de notre histoire. Oui. Créer un tollé sur les réseaux sociaux. Certains hommes politiques, bon, y compris en Ukraine, il y a encore quand même quelques-uns qui ont quand même encore un minimum d'honneur, ont exigé la démission du ministre, qui est pour l'instant toujours en poste. Hein. Oui. Voilà. Chacun en déduira ce qu'il faut déduire sur le gouvernement ukrainien et le nazisme, et ce, alors qu'en Occident, politiciens et médias qui hurlent à l'extrême droite et aux nazis pour un oui ou pour un non, de manière assez bizarre, on les entend pas, hein, concernant le gouvernement ukrainien ou les députés qui tiennent des propos ouvertement nazis. Non, c'est... Ouais. Voilà. Hein, t'oses dire que tu es contre l'Union européenne, t'es un dangereux nazi. Par contre, les mecs avec des crampes au bras droit, et puis qui tiennent des propos comme ça en Ukraine sur la pureté génétique de la race ukrainienne. C'est démocrates, comme les terroristes sont des rebelles modérés, qui égorgent modérément, qui terrorisent modérément, quoi. Enfin, c'est des gentils terroristes. Ouais, ils disent s'il te plaît avant de te planter un couteau dans la gorge, voilà, ils sont pas méchants, quoi. Hein. C'est pas méchant. Ouais. Là, je suis de plus en plus effaré quand même par la politique des gouvernements occidentaux. Là, j'ai vraiment du mal à imaginer comment ces gens-là arrivent à dormir la nuit. Comment ils arrivent à se regarder dans le miroir, comment... Je sais pas, ça c'est vraiment un... Si on faisait les Jeux Olympiques du cynisme ou du machiavélisme, ils seraient probablement gagnants à tous les niveaux. Hein. Parce que ça en arrive à un point où c'est stratosphérique. Là, je veux dire,
arriver à dissimuler ça tout en essayant de taper sur les gens du Donbass en les traitant de terroristes. Enfin, vraiment, allez vous regarder tous dans un miroir, quoi, hein, pour commencer. Surtout que, et je le rappelle une nouvelle fois, que Poroshenko, c'était pas Poroshenko qui avait dit d'ailleurs, non, 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 mais en fait c'est pas une opération antiterroriste, Oui. c'est juste pour combattre les Russes qui sont dans le Donbass. Voilà, c'est ça. Hein? Donc l'histoire de Ça. l'ATO, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Et c'est lui-même qui le dit. Hein? C'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Donc, il y a quelques semaines. Voilà. Ils sont très cons, ils tendent le bâton pour se faire battre. Eh bien écoute, je crois que c'est très bien. Hein? D'ailleurs, suite à cette sortie du ministre ukrainien, Maria Zakharova, la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, a souligné qu'après ce genre de déclaration, il était peu probable que l'Ukraine applique les accords de Minsk. Je la cite, « De quelle application des accords de Minsk peut-il s'agir si le Donbass est perçu par le gouvernement ukrainien comme une autre catégorie culturelle et génétique de personnes dont la conscience du point de vue du ministre de la Culture de ce pays est sujette à des corrections ?» a-t-elle déclaré. Ouais, c'est très juste. Et dans les faits, ça se vérifie en plus. C'est ça oui, de toute façon, il les considère comme des citoyens de seconde catégorie. D'ailleurs, la réunion qui a eu lieu le 23 novembre à Minsk des différents sous-groupes de contact n'a rien donné. À certaines réunions, Kiev n'est carrément pas venu. Oui, ça n'a rien d'étonnant. Oui. On ne point pas, c'est carrément... là, on en est carrément là. Hein. Dans d'autres, elle bloque tout. Ou alors, les représentants ukrainiens refusent de confirmer par écrit les accords oraux concernant, entre autres, la formule Steinmeier. Ouais. Voilà. Donc, on refuse de signer quoi que ce soit. L'échange de prisonniers, qui était pourtant prévu par les accords de Minsk sous la formule tous contre tous, lui aussi complètement bloqué. Kiev essaye maintenant de marchander prisonnier par prisonnier. Enfin... C'est n'importe quoi. Aucun accord n'a non plus été trouvé concernant l'approvisionnement en eau de la région de Lugansk. Donc, il faut savoir que l'Ukraine coupe régulièrement l'eau à la République populaire de Lugansk. Ouais, voilà, crime de guerre de plus. Voilà, c'est ça. Bon, il y a une réunion au format Normandie qui doit avoir lieu le 29 novembre. Mais enfin, très sincèrement, vu le climat de provocation entre l'Ukraine et la Russie, moi, je serais Poutine, je les enverrais bouler, quoi, en leur disant je crois qu'à un moment ça sert à rien de me déplacer pour discuter avec des terroristes qui kidnappent mes soldats, qui menacent d'envoyer des fusées dans les couloirs d'aviation civile. Enfin, bon, au bout d'un moment... Je crois qu'on va y arriver. Hein. Ça sent très très fort à un moment donné. Poutine dire, écoutez, votre format Normandie, vous le remettez dans votre poche. Et tant que vous n'aurez pas appliqué les accords de Minsk, ceux qui ont été décidés et signés par l'Ukraine, il est hors de question de faire une réunion. Parce que les résultats sur le terrain sont évidents. Ils continuent de bombarder au plus fort. C'est de la perte de temps intégrale, vraiment. Là, je pense que M. Poutine a autre chose de plus intelligent à faire que de perdre son temps à discuter des trucs qui sont acquiescés et puis par derrière reniés quasi immédiatement. Ouais. Dans les choses un peu plus positives, la République populaire de Donetsk et l'Ossétie du Sud continuent leur coopération. Travaille actuellement à mettre en œuvre le mémorandum signé le 18 novembre concernant l'éducation et les sciences. Donc, on va mettre au point un programme de coopération dans ces domaines-là. C'est déjà en cours. D'accord. La Russie, elle, de son côté, a décidé de fournir une aide médicale au Donbass pour les patients diabétiques ou atteints du cancer pour un montant total de 3 millions de dollars en partenariat avec l'OMS. Cette démarche, en fait, fait suite à la demande de l'Agence de lutte contre le sida de l'ONU qui avait demandé l'aide de la Russie pour aider les patients atteints du VIH dans le Donbass. Et donc la Russie avait décidé en fait d'élargir le projet pour cibler d'autres populations prioritaires dans cette région touchée par la guerre. Donc voilà, enfin c'est bien. Personne ne demande à l'Ukraine. Hein. Ouais. Donc, l'Ukraine revendique la souveraineté sur ce territoire. Personne ne lui demande de fournir de l'aide pour ce qui est censé être sa population. Par contre, on vient chouiner auprès de la Russie pour lui demander bon, ouais, mais enfin là, la situation elle est merdique. Vous pourriez pas aller les aider C'est d'autant plus hypocrite que personne à l'ONU ne propose ou ne demande la levée des sanctions contre la Russie, parce que la Russie est toujours sous sanctions, hein, quand même. Toujours sous sanctions, voilà. Donc c'est de l'hypocrisie totale. On fait du Russia bashing, de la russophobie primaire, mais on vient quand même mendier à la Russie de l'aide humanitaire plutôt que d'aller la demander à l'Ukraine qui est quand même censée être censée fournir ça à sa population. Hein. Disons voilà, qu'à la Russie les médicaments, à l'Ukraine les armes contre les terroristes, qui ne sont pas des terroristes, mais des soldats russes.
Effectivement, c'est ubuesque, quoi. On arrive à un moment donné où il faut avoir le cerveau bien accroché pour éviter de se retrouver avec un mal de tête absolument carabiné. Hein. Ah, moi, il me donne déjà mal à la tête, ces gens-là. Hein. Mm. D'ailleurs, pendant ce temps-là, à Kiev, on n'en a qu'un, il est tragicomique celui-là. Donc, ils envisagent toujours la récupération du Donbass par la force. Hein. Ouais, Ouais, ça. bien ça, hein. On voit bien avec les accords de Minsk qui sont déjà bien enterrés. Il y a eu une espèce de conférence commune entre Avakov, Turchinov et Gerashenko, les trois salopards, qui nous ont offert un florilège de débilité. Donc, ils ont montré ouvertement que l'Ukraine ne respectera et n'appliquera jamais les accords de Minsk. Les trois lascars sont fendus d'un panégyrique sur la garde nationale et son professionnalisme. Ah oui. Voilà. Ne riez pas. Non mais ça c'est dur là. Et que la garde nationale serait une base en fait à développer pour récupérer militairement le Donbass après un an ou deux, le temps que la Russie lâche le Donbass grâce aux sanctions économiques qui sont censées la mettre à genoux. Ouais. Ils y croient. Gerashenko ayant avancé un chiffre fantaisiste de 200 à 300 milliards de dollars de pertes pour la Russie à cause des sanctions. Ouais. La réalité étant plutôt d'environ 40 milliards d'après certaines analyses. On va quand même rappeler à ce monsieur que les pays qui sanctionnent la Russie ont eux perdu entre 60 et 100 milliards de dollars selon qui est l'analyste qui a pondu le truc, et que l'Ukraine elle-même subit des dommages considérables avec près de 450 millions de dollars par mois de pertes, soit une baisse de quasiment 37% de son volume total d'exportation. Une bagatelle. Voilà. Bon, je crois qu'il faut expliquer à ce... Non, je vais être vulgaire, désolé. Je crois qu'il faut expliquer à ce trou du cul que vu l'état financier de l'Ukraine et de la Russie, l'Ukraine disparaîtra dans les oubliettes de l'histoire bien avant que la Russie ne cesse de soutenir le Donbass. Oui, d'autant plus que notre ami Vladimir Poutine a profité de ces sanctions pour développer son marché intérieur et surtout son activité agricole, qui était très secondaire tant que les marchandises venaient d'Europe, etc. Et donc la Russie diversifie son économie. Donc bien sûr, elle a été impactée par les sanctions, mais en réalité, elle a bien plus été impactée par la baisse des cours du pétrole. Oui. Bon, ça aussi qui a été bien une belle magouille, mais au final elle s'en relève, même si c'est tout doucement, et elle va s'en sortir, comme le Donbass se relève, comme on a discuté la semaine dernière, avec de nouvelles usines qui ouvrent, de nouveaux magasins. Donc le Donbass va devenir de plus en plus, on va dire, autonome et de plus en plus, on va dire, va générer de plus en plus de revenus pour son budget, donc va pouvoir développer un certain nombre de projets sociaux, de réparation, comme on a dit, des routes, des ponts, des infrastructures. Ouais. Donc, tout va bien. Et là, avec sa coopération avec l'Ossétie du Sud, ça va aussi ne pouvoir aller que dans le bon sens. Donc, plus ça va aller, plus le Donbass, lui, va récupérer économiquement. Et l'Ukraine, elle ne fait que descendre. Hein. Ouais, c'est la chute sans fin. Hein. Avec ces 2 milliards de mètres cubes de gaz manquants et ces centaines de milliers de tonnes de charbon qui manquent à l'appel, c'est clair que c'est peut-être pas le Donbass qui va s'effondrer en premier. Hein. En premier, et surtout pas au bout d'un an ou deux. Hein. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent de rêver, les mecs. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, là, vraiment, c'est les abysses de la connerie. Bienvenue en Ukraine. Ukraine toujours un peu plus sérieux, on va dire. Le président ukrainien Viktor Yanukovych, alors je dis oui président ukrainien parce que légalement il est toujours président, parce que je rappelle que sa destitution était parfaitement illégale et faite de manière anticonstitutionnelle. Absolument. Il a été interrogé par vidéoconférence concernant les événements du Maïdan, puisqu'il y a une procédure en cours. Bien sûr, son interrogatoire a mis à mal la version officielle qui essaye de le charger, lui ainsi que les Berkoutes, pour la responsabilité des morts survenus lors des manifestations. Il a rappelé que les Berkoutes avaient aussi été touchés par des tirs de sniper venant du bâtiment tenu par les manifestants, et a assumé sa responsabilité sur un seul point, celui de ne pas avoir instauré la loi martiale pour faire stopper le Maïdan. Donc son seul regret, c'est de dire j'aurais dû être beaucoup plus ferme et j'aurais dû déclarer la loi martiale et faire cesser ce bordel. Il a admis avoir juste été trop gentil. Hein, donc,
Bien entendu, les ultranationalistes ukrainiens ont manifesté et tenté d'interrompre cette vidéoconférence. Forcément, ça dérange un petit peu ce qui est révélé dedans. Ça rappelle quelques autres, je dirais, tentatives de censure dans un autre domaine, comme l'Union européenne, concernant les médias russes. Les médias russes, voilà. On en est à sortir l'arme de la censure, comme les États soi-disant démocratiques, je dis bien soi-disant. Qui touche d'ailleurs les médias alternatifs, comme celui dans lequel je publie quotidiennement. C'est donc extrêmement grave. On a affaire à du fascisme. Et c'est pas étonnant. Il ne peut s'agir que du fascisme qui soutient un fascisme. Ça n'est plus une démocratie. L'Union européenne ne l'a d'ailleurs jamais été, puisque c'est des gens qui ne sont pas élus. Mais là, ça tombe les masques. Là, maintenant, ça commence à devenir bien visible. Ça commence à être. C'est ça. Là, ceux qui osent nous dire que l'Union européenne, c'est la démocratie, la paix, tout ça. Voilà. Je leur conseille d'arrêter les psychotropes ou alors de s'y mettre. Au moins, ils auront une excuse pour sortir des bêtises. C'est ça, absolument. Absolument. L'Ukraine qui veut d'ailleurs toujours à tout prix intégrer l'OTAN. Une démarche qui a été commentée par le chef de la République populaire de Donetsk, Alexander Zakharchenko, en termes concis et simples. Ça sera sans nous. Oui, tu m'étonnes. Voilà. L'Ukraine, elle a intégré l'OTAN si vous voulez, mais là, ça sera pas avec nous. Et ce, alors que l'anniversaire du Maïdan, en début de semaine, a été marqué par des violentes altercations entre manifestants ultranationalistes et la police, ainsi que des destructions de bâtiments. Et qu'on peut s'attendre à ce que d'autres manifestations auront lieu dans la continuité de cet anniversaire assez mouvementé. La situation en Ukraine, on le voit, c'est de pire en pire. Et ça promet pas de s'arranger, puisque la Russie s'inquiète de la décision de la Croatie de partager avec l'Ukraine son savoir-faire en matière de rétablissement de la paix. On va faire un petit rappel historique. Pour ceux qui ne savent pas, donc au terme de la guerre des Balkans et surtout de deux opérations en 1995 et surtout l'opération Tempête, faut savoir que la Krajina serbe qui se trouvait en Croatie a été liquidée, forçant à l'exode 250 000 Serbes qui vivaient là. Donc ça s'appelle un nettoyage ethnique ou une purification ethnique, appelez ça comme vous voulez. Voilà ce que la Croatie appelle son savoir-faire en matière de rétablissement de la paix. Donc... Je vais même aller plus loin, si tu me permets, parce que et je vais embrayer sur un sujet qui a pas forcément rapport avec le Donbass, mais qui en a un quand même à travers le lien qui est apparemment en train de se mettre en place entre Kiev et donc la Croatie. C'est que la Croatie a historiquement, je dirais, un noyau d'ultranationalistes à peu près aussi virulent que celui qui existe dans l'ouest de l'Ukraine. Et je vais rappeler que pendant 10 ans avant la Seconde Guerre mondiale, il y a un mouvement qui s'appelle les Oustachis, d'Ante Pavelic, qui était un groupe terroriste et qui a été anobli quelque part. En 1941, ils ont pris le pouvoir en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et ils ont commis parmi les pires atrocités en Europe. Il y a eu, je crois, environ plus de 600 000 Serbes massacrés, village par village, parce que si on parle de la France et qu'on parle d'Oradour-sur-Glane ou de la pendaison d'une centaine de civils à Tulle, il faut savoir qu'en Yougoslavie, donc en Croatie, il y a eu des massacres de villages, de gens qui étaient des chrétiens orthodoxes et à qui on demandait de rejeter leur religion. Évidemment, la plupart du temps, ils le refusaient. Et donc, ils étaient massacrés, village par village, ils étaient massacrés. Il y a eu des juifs aussi, il y a eu des tziganes, il y a eu quelques croates, certainement aussi, mais c'est surtout les Serbes qui ont été victimes de ça. Et les Oustachis ont sur la conscience donc le massacre de presque 1 million, ou même peut-être plus d'1 million de civils, dont une partie qui ont été envoyés dans les camps d'extermination, comme un certain nombre de juifs. Donc les Oustachis, si tu veux, ont laissé des traces très profondes, très probablement en Croatie, qui ressurgissent aujourd'hui.
Et en même temps, on constate quelque chose qui est très, très curieux aux alentours de la Serbie. Il faut savoir que la Serbie a toujours été un État frère de la Russie. Donc c'est, à mon avis, à travers la Serbie, comme c'est le cas avec l'Ukraine, hein, comme c'est le cas avec la Syrie, c'est la Russie qui est visée, mais la Serbie apparemment pourrait être la cible une nouvelle fois de la perversion, de la criminalité de l'OTAN, en utilisant les autorités croates, hein, qui probablement sont pas mal imbibées du nationalisme de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, si tu vois ce que je veux dire, parce que je l'ai évoqué. Comme ici en Ukraine, avec les bandéristes, hein, c'est ça, c'est les mêmes clics. Hein. On a le Premier ministre du Monténégro qui nous a fendu une déclaration complètement stupéfiante, où il accusait la Russie de préparer son assassinat, parce que en fait il a décidé d'envoyer le Monténégro adhérer à l'Union Européenne et à l'OTAN. Alors évidemment, la population du Monténégro qui se souvient qu'en 1999, l'OTAN, dans les alentours de l'année 1999, l'OTAN a massacré pas mal de leur population. Ils sont pas tellement contents que le Premier ministre s'octroie le droit de faire une adhésion à une organisation quand même criminelle, hein, quoi qu'on en dise. Oui. Et puis il y a surtout quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est déjà produit dans le passé immédiat, en 2011 en Libye. C'est la tentative d'utilisation des frères musulmans ou des wahhabites, des terroristes wahhabites, parce qu'il faut savoir qu'en Bosnie-Herzégovine, donc la Bosnie, parce qu'il faut avoir un petit peu de notion de géographie, il y a donc la Serbie, qu'on pourrait prendre comme le centre, et sur la gauche, on a au-dessus la Croatie, un petit peu plus en haut on a la Slovénie, mais on a la Croatie. Juste en dessous, on a la Bosnie-Herzégovine, et encore en dessous, on a le Monténégro. Et à côté, on a le Kosovo, le fameux Kosovo, qui n'arrive toujours pas à imposer sa vue aux quelques enclaves serbes qui résistent, comme le village gaulois pour les Romains. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, en Bosnie-Herzégovine, il semblerait que Washington, ou en tout cas Riyad et Ankara, utilisent des types qui sont soi-disant des démocrates, qui sont en fait des terroristes, parce qu'il faut savoir qu'ils ont installé des camps d'entraînement terroristes en Bosnie-Herzégovine, hein, dans la partie... Ouais, ça j'en ai entendu parler, c'est un des plus grands camps d'entraînement de djihadistes. C'est ça, voilà. Et en Bosnie-Herzégovine, tu as donc une grande enclave qui ressemble à une espèce de pince d'ailleurs, sur le plan géographique, qui est essentiellement, je dirais, habitée par des Serbes. Et c'est ce qu'on appelle la Republika Srpska. J'ai mal prononcé, sans aucun doute, mais il y a une menace très claire, d'abord de la Croatie, hein, tu viens d'en parler, une menace très claire de la Croatie contre les Serbes, contre les chrétiens orthodoxes serbes, qui se trouvent probablement plus en Croatie, mais qui se trouvent par contre en Bosnie-Herzégovine. Il faut craindre que la Croatie fasse alliance avec l'extrémisme musulman, enfin pseudo-musulman en fait, l'extrémisme terroriste, wahhabite et frères musulmans en Bosnie-Herzégovine pour s'en prendre à la population serbe qui habite en Bosnie-Herzégovine. Et donc on a potentiellement, malheureusement, les risques d'une nouvelle épuration ethnique du niveau de cette affaire de Kraïna. Hein. Oui, c'est un remake on a un risque de remake de la guerre des Balkans. Et, c'est ça. Quand on voit ce que la Croatie a fait dans la Krajina serbe, faut savoir qu'en plus nous ici les politiques ukrainiens avaient parlé à plusieurs reprises d'appliquer la solution croate dans le Donbass. Ah voilà. Donc c'est clair que tous ces pays où il y a des plusieurs ethnies qui vivent au sein du même pays, c'est bien plus facile pour de déstabiliser depuis l'extérieur en jouant sur ces tensions interethniques. Ouais.
c'est la base. Donc tous ces États comme ça qui ont été découpés à la vas-y comme je te pousse et on a laissé des ethnies très très différentes à l'intérieur. Donc il y a un risque d'embrasement effectivement dans les Balkans. C'est ce qu'on a vu aussi en Syrie, c'est ce qu'on voit ici dans le Donbass. Donc c'est puisque l'Ukraine de l'ouest à l'est, ce ne sont culturellement pas les mêmes populations. C'est un État artificiel et ça se voit. La mentalité de Lvov n'est pas la mentalité de Donetsk, qui n'est pas celle de Kiev. Et d'ailleurs, il y a une tentative de la Pologne de récupérer une partie de la partie ouest de l'Ukraine, hein. Une revendication à ce niveau-là. Ce qui est logique, puisque ça appartenait effectivement à la Pologne, mais pas ça qu'à appartenait la à la Pologne. Hein, ça appartenait à la Pologne, ça a appartenu à l'Autriche à une époque, etc., etc. Enfin bon, là c'est. Je pense sincèrement que l'Ukraine va finir littéralement disloquée. Dépecés, disloqués. Ça va très mal se finir pour eux s'ils veulent vraiment se lancer dans une guerre. Dans une guerre. Bon, déjà, la Russie ne répondra pas à leurs conneries, ça c'est clair, c'est évident. Il leur restera que la solution de nous attaquer, d'attaquer les deux républiques populaires. Et ça va se terminer comme des Baltsevo. Ils vont se prendre une grosse peignée. Et dans tous les cas, ils ont intérêt à faire vite. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais dans tous les cas, il va falloir qu'ils fassent vite, parce qu'on voit l'exemple. Bon, apparemment, Washington a imaginé le piège serbe pour la Russie, en se disant que la Serbie était complètement encerclée de pays ou de mini-pays acquis aux intérêts de l'OTAN et de l'Union européenne, donc de Washington au bout du compte. Mais tout dernièrement, il y a eu quand même deux pays qui sont retombés entre guillemets dans l'escarcelle de la zone d'influence russe, hein, c'est la Moldavie et puis la Bulgarie. Et là, ça change la donne. Et là, ça change la donne, puisque la Bulgarie est un pont potentiel pour acheminer des troupes russes en Serbie, hein, parce que depuis la mer Noire, on peut arriver en Serbie en passant par la Bulgarie. On n'a pas besoin de passer par la Macédoine, je crois, ou bref. Donc ce qui veut dire que c'est un jeu qui commence à devenir très difficile, parce qu'il y a beaucoup de pays qui se rendent compte qu'ils se sont fait blouser par l'OTAN, par l'Union européenne, ou en tout cas les activités de l'OTAN leur paraissent beaucoup plus dangereuses que sécurisantes, et donc ils décident de s'en éloigner comme quelqu'un s'éloigne d'une fosse septique en se pinçant le nez pour éviter d'inhaler des odeurs nauséabondes. Oui, bah ça c'est clair que l'OTAN va apporter au final plus d'emmerdes à ses aux pays qui acceptent de partir dans ces délires va-t-en-guerre. De toute façon, tous ceux qui ont accepté, comme la Roumanie ou la Pologne, d'héberger ces fameuses bases de missiles anti-aériens, ça équivaut à de tracer une cible sur le front, quoi. Oui, puis pas qu'une cible conventionnelle, une cible nucléaire, hein, parce que les Russes vont pas mégoter, hein, pour être sûr de détruire le bazar. Ils vont envoyer un gros pruneau, hein. Ça va pas être juste des bonbons et des cacahuètes, hein. Ça sera pas comme dans la cage d'un singe, hein. Ils vont pas jeter des friandises à la bestiole, hein. Ça va pas faire dans la dentelle, hein. Des inconscients, des fous, complètement. Des crétins. C'est pour ça que je dis, je comprends pas comment des gouvernants, comment des gens qui sont censés être des présidents, des ministres, des députés peuvent prendre des décisions aussi débiles. C'est vraiment débile. C'est vraiment. C'est peut-être parce que Washington pousse très fort derrière, comme il le fait d'ailleurs visiblement. Avec l'Arabie Saoudite qui menace maintenant la Russie d'intervention militaire. Voilà, on a affaire à un paquet de gens qui ont de l'eau à la place du cerveau, hein. Oui. Enfin, c'est vraiment, ils veulent absolument cette guerre, donc ils sont en train de craquer un paquet d'allumettes au-dessus de la flaque d'essence qu'ils ont foutue au sol. Ouais.
jusqu'à ce que ça prenne feu. Sans avoir compris que ils vont se faire cramer avec. Pour toute personne un tant soit peu lucide et dotée d'intelligence, ça devrait quand même être une évidence. Ouais. Je veux dire, au vu du potentiel militaire et nucléaire de la Russie, jouer à ça, même par proxy interposé en se disant oui, mais on se mouille pas directement, on envoie les autres au casse-pipe. Oui, ça a toujours été la méthode de l'État profond américain et avant lui l'État profond anglais. On a aussi une autre zone de danger très grave imminent au nord d'Alep, hein, avec l'aviation syrienne est intervenue en bombardant apparemment une deuxième fois les troupes turques qui sont rentrées comme dans du beurre hein, en Syrie et qui se croient, je dirais, autorisés à aller partout où ils veulent. En fait, il y a un risque qui menace directement Alep pour empêcher que l'armée syrienne soit en mesure de la libérer complètement, ce qui est apparemment en train de se faire. Donc tout ça, ça concourt en fait avec l'histoire du lancement de fusées dans les couloirs aériens de l'aviation civile de Crimée. Tous ces éléments-là concourent à faire monter encore plus la tension à des niveaux qui sont très très graves, très très inquiétants. Hein.